Bonsoir à tous, merci d'être venus, braver ce soleil mais ce froid. Et au nom de Hervé Lemoine, donc je vous souhaite la bienvenue aux Rencontres des Gobelins sur une thématique qui nous est de plus en plus chère, qui est le lien entre savoir-faire, design, développement durable et notamment la thématique de l'usage des matériaux et leur réutilisation. Alors ce soir, trois jeunes acteurs, actrices, mais particulièrement engagés et particulièrement intéressants pour plusieurs raisons, sur leur parcours créatif, mais aussi sur les objets sur lesquels ils travaillent, et notamment on en verra un particulièrement lumineux. En tout cas, trois intervenants, dont la première, honneur au genre féminin, si je puis dire, de Lucille Viaud. Lucille Viaud s'est fait remarquer sur un... Elle va rentrer plus en détail sur sa réalisation, mais s'est fait remarquer sur les matériaux qu'elle utilise, le verre et les nouveaux matériaux, on peut dire, quelque part, des nouveaux matériaux qu'elle réutilise et la question de la source des matériaux. Lucille Viaud est résidente au sein de l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Elle mène depuis 2017 différents travaux de recherche en collaboration avec l'équipe Verre et Céramique, tant sur les compositions verrières que sur leurs applications futures. Donc elle se déclare artiste-chercheuse, on pourrait rajouter métier d'art, puisqu'il y a aussi une souffleuse de verre quelque part. Diplômée de l'école Boulle, elle est lauréate de la Fondation Sophie Rochas 2018-2019, de la Fondation Banque Populaire et Remy Cointreau en 2020, et des différents prix tels que les Grands Prix de la Ville de Paris en 2018. Donc, chère Lucille, à toi la parole. Alors, donc moi je vais démarrer peut-être par un petit retour sur mon parcours qui me permettra de comprendre un peu mieux comment je suis arrivée à faire ce que j'appelle aujourd'hui de la géoverrie. Donc en fait c'est issu d'un projet de diplôme Marc-Alzi à l'école Boulle où j'ai appris le design d'objets et tout est parti de cette question du déchet et du terme déchoir. Là j'ai remis un petit peu la définition parce qu'elle est assez importante, qui est de tomber dans un état inférieur à celui où l'on était, se dégrader, se défraîchir. Et j'ai eu toute une réflexion pendant 1 an et demi sur cette vision qu'on avait aujourd'hui du déchet dans notre société et comment, en tant que designer, intervenir sur cette idée du déchet pour essayer de la faire transformer dans nos esprits. Donc tout est basé sur cette citation-là et l'écriture de François Daguenet qui est « Le déchet n'existe pas, il est une ressource dans l'attente d'un retour ». Et il m'a semblé que mon rôle en tant que designer en devenir, c'était justement de réfléchir à cette question du retour. Quel retour donner à la matière qui reste, à la chute, à ce qu'on appelle aujourd'hui le coproduit, donc la matière qui est issue de la transformation alimentaire. Pourquoi ne pas traiter cette chute aussi bien que la matière noble qui était prisée à l'origine? Et donc c'est un besoin vraiment de compréhension qui a dicté mon cursus au sein de cette école où le travail de la matière finalement est omniprésent. Ma question c'était comment se constitue cette matière, par exemple sur une coquille, puisque je me suis intéressée dans un premier temps aux coproduits issus de la transformation de la pêche et de l'aquaculture en Bretagne, de la filière halieutique. Comment par exemple une coquille se constitue, en combien de temps? Comment du coup la respecter et comment travailler avec elle en tant que designer, en tant qu'artisan, en tant qu'artiste. Donc l'idée c'est vraiment de faire un pas de côté, changer de regard, s'émerveiller. Là je mets une image de vue d'une coquille au microscope qui révèle effectivement la beauté de sa structure. Donc très brièvement en une planche, le diplôme que j'ai mené c'était vraiment un diplôme empirique qui a abouti à 2 premières pistes de matériaux. Vous pouvez voir à gauche le plâtre de mer, qui est une pâte de coquillage que j'ai développée à partir d'un gland à la coque de poisson. Donc c'est vraiment une pâte que je mets en forme à la main avec la technique du moulage. Et puis à droite, on voit pas très bien, mais en tout cas les prémices d'un verre marin où on commence tout en bas à apercevoir un début de coloration. Donc on va dire vraiment la base de ce qui allait devenir après le verre marin dont je vais vous parler, qui à l'époque était cuit avec des techniques de céramique. Donc à la sortie de l'école, je reproduis ces essais que je viens de vous montrer à droite avec des outils adaptés, des outils verriers au CERFAM en Lorraine, et on obtient avec leur soutien technique le premier fragment de verre que je vous montre à gauche. Il a disparu depuis, j'ai une photo.
qui est sorti d'un four de fusion verrier et qui révèle cette couleur que j'ai appelée le glaze en référence à la couleur de la mer en breton, puisque c'est un verre breton que je fabrique à partir de microalgues et de coquilles d'huîtres. À l'époque, je vous expliquerai après comment ça a évolué. Voilà, donc ce passage au CERFAV me fait réaliser que je ne peux plus quitter la recherche et que je dois aller par contre encore plus loin dans la compréhension technique du verre, mais aussi chimique, et trouver les moyens de me consacrer à cette recherche et mettre en place toute une microfilière artisanale, depuis la collecte de mes matières premières, leur transformation en poudre, leur broyage, leur tamisage, etc., jusqu'à la fusion et au façonnage ensuite à la main de futures pièces que j'avais envie de créer. Donc 2 ans ont été, à peu près 2 années ont été nécessaires à la structuration de tout ça avec un passage aux ateliers de Paris. Et c'est seulement en 2017, en fin 2017, que les choses finissent par se concrétiser avec 2 rencontres qui ont été vraiment décisives dans la mise en place de cette géométrie. Donc je vous présente Stéphane Rivoal, qui est vraiment une personne clé depuis le début, puisque Stéphane est souffleur de verre. Il a un atelier qui s'appelle Sylvie, qui est à Arcueil en banlieue parisienne. C'est un atelier au passage, et c'est important, qui est très impliqué pour l'archéologie du verre aujourd'hui. Et c'est pour cette raison à l'origine que je l'avais contacté. Et donc Stéphane a été le seul, et sans trop hésiter, à accepter de mettre ce verre marin glace que j'ai envie de présenter dans le four de fusion de l'atelier pour pouvoir lancer une première production. Parce qu'il faut bien comprendre que ça demande de vider le verre transparent que le verrier utilise d'habitude dans son four pour mettre une nouvelle matière qu'il ne connaît pas dans son four. Et du coup, mettre aussi en pause sa production habituelle pour pouvoir faire une expérimentation. Donc ça demandait un réel investissement humain, et c'est grâce à Stéphane que ça a pu aboutir. Voilà, donc ça c'est la première collection qu'on a produite en 2017, qui s'appelle la collection Faux, qui est aussi très importante maintenant, et j'y reviendrai après pour l'aspect recherche. Et la deuxième personne que je vous présente, c'est Roland Le Boulanger, qu'on aperçoit sur la photo, qui lui est enseignant-chercheur au laboratoire verre et céramique, donc à l'Institut des sciences chimiques de Rennes, et qui est le chercheur qui m'a accueilli vraiment au sein de ce laboratoire en 2017, et qui m'a permis au fil des années de me créer une place en tant qu'artiste chercheuse, et petit à petit de me former aux équipements et de m'apprendre aussi la chimie en fait au quotidien. Et donc grâce à lui aujourd'hui je suis autonome sur la formulation des recettes de verre et sur les équipements de ce laboratoire. Donc c'est vraiment la deuxième personne que je tenais à vous présenter. Donc voilà, pour résumer, actuellement je partage mon temps entre 3 lieux clés, donc ce laboratoire à Rennes, mon atelier d'artiste qui est juste à côté du laboratoire à Rennes, on aperçoit au milieu, et l'atelier donc Discipline avec Stéphane Rivoal et son équipe, qui est le lieu vraiment de production où on mène tout un tas de projets sur mesure ou pour les collections australiennes. Et le terrain, une petite image rigolote. Parce que le terrain, c'est absolument fondamental, et vous allez le comprendre, c'est la base de cette géoverrie. C'est chaque nouvelle recette de verre que je développe démarre dans le paysage, puisque l'idée c'est de pouvoir aller à la rencontre des acteurs de ce paysage dans une région donnée, les artisans locaux, les entreprises locales pour comprendre quelle matière elles génèrent, les producteurs de coquillages par exemple, les verriers évidemment, comprendre aussi les symboliques de ces paysages et leur histoire, les couleurs qui sont dominantes, bref, passer du temps dehors et voir comment le verre obtenu à partir de ce paysage le symbolise et le reflète. Ça c'est une image à Ouessant qui est assez récente, puisqu'en ce moment je travaille sur l'élaboration d'un verre brésil du Ponant. Voilà, donc la géoverrie, j'ai supposé une définition qui continuera à certainement d'évoluer, mais actuellement, voilà comment je la définis, c'est l'idée que le verre peut refléter les caractères naturels et humains de la région des matières premières qui composent, dont la région, dont les matières premières qui le composent sont issues. Voilà, c'est une image un peu symbolique de tout ça. Et pour résumer,
aujourd'hui de l'atelier que j'ai créé en 2015 à la sortie de l'école, c'est dans un premier temps de formuler des recettes de verre à partir de ressources locales, puis d'en assurer la fabrication artisanalement, et ensuite de mettre en œuvre ces différentes recettes de verre pour différents secteurs, depuis les arts de la table jusqu'à l'architecture, en passant par la sculpture. Je passerai après un certain nombre de projets en fonction du temps qu'on a pour illustrer tout ça. Donc la démarche se situe effectivement à la croisée de l'artisanat, du design, de l'art et aussi de la science, et je m'attelle à défendre ce lien, en tout cas art-science et la recherche-création. Voilà, donc cette librairie, 3 exemples, glace que je vous ai présenté précédemment. Donc toutes les couleurs là que vous allez voir sur les différents verres sont naturelles. En fait, c'est les oligo-éléments et les impuretés qui sont présentes dans les matières que j'utilise, qui vont teinter naturellement le verre, mais pas que, leur donner aussi un certain caractère. Actuellement, on est sur de la coquille d'ormeau pour ce verre-là. Le verre Abyss, donc là qui est un verre, toujours un verre breton, mais cette fois du Finistère, où j'utilise en plus dans la recette une matière qui s'appelle le pain de soude, et qui dans l'histoire du verre est extrêmement importante, puisque les goémoniers, donc les agriculteurs de la mer, ceux qui récoltaient les algues sur l'estran et en pleine mer, jusque dans les années 50, séchaient le goémon et le brûlaient pour fabriquer ce qu'on appelle du pain de soude, donc de la soude marine, et le revendaient aux manufactures de verre et de savon. Donc c'est une matière qui est extrêmement importante dans l'histoire du verre. Donc là, c'est une collaboration avec une association qui s'appelle Carévir, qui est dans le Finistère, qui chaque année fait une reconstitution historique du brûlage du goémon comme on le faisait à l'ancienne jusque dans les années 50, et qui fait toute une fête à cette occasion-là, et qui produisent un petit peu de pain de soude tous les ans. Donc là, l'idée, c'est de faire un verre qui matérialise en fait le travail de cette association, qui s'appelle donc Abyss, et de récolter chaque année un tout petit peu de pain de soude jusqu'à temps d'en avoir assez pour faire une fusion de verre. Donc là, c'est un verre qui a une temporalité très longue et qui évolue en toute petite quantité. Autre exemple, le verre de Rouergue. Donc là, c'est un verre que j'ai produit à partir donc, de sable d'Ulonne, de cendres de bois de chauffage de la vallée de la Truyère et de coquilles d'escargot. Là, une fois encore, c'est pas très fidèle, mais il y a vraiment cette correspondance entre le paysage d'origine des matières premières utilisées et le verre obtenu, qui n'a rien à voir du tout avec le glace et qui est un verre beaucoup plus ambré, et qui, dans la manière de se dégrader de la finesse à l'épaisseur, va vraiment correspondre à ce qu'on peut voir dans le Lot quand on se balade dans la ville. Voilà, donc le point commun en fait entre toutes ces matières en attente de valorisation que je suis amenée à travailler, donc les cendres, les coquilles, le sable, etc., c'est vraiment la trace du temps, et c'est ça qui m'intéresse symboliquement, puisque c'est des matières qui sont très puissantes et qui sont en fait chargées de leur milieu d'origine, justement par ces oligo-éléments, ces petites impuretés qui sont présentes dedans, et qui vont donner tout le caractère au verre obtenu. Donc ça, on va l'observer après au façonnage pendant la fusion, et on l'archive notamment avec cette collection Co que je vous ai présentée au tout début, qui du coup est devenu un outil vraiment scientifique au même titre qu'un cahier de laboratoire, puisqu'à chaque fois qu'il y a un nouveau verre développé, on produit cette collection Co pour observer comment se comporte le nouveau verre par rapport à un moule qui lui reste toujours le même, donc c'est le facteur qui ne change pas pendant le façonnage. Donc en transformant ces matières en verre, je tente d'archiver la mémoire d'un lieu, d'un bassin géographique, d'une région, un peu à l'image d'une carotte de glace. Et ce qui m'intéresse dans la vitrification, c'est comment le verre va capturer et conserver en fait la géographie d'un lieu, donc les paysages, les textures et les couleurs, mais aussi évidemment les hommes et les femmes qui façonnent ce lieu. Les associations locales, c'est une partie très importante aussi du travail. Et le verre, pour ça, à l'opposé un peu d'un matériau brut comme le bois ou la pierre, c'est un matériau extrêmement intéressant puisque c'est un matériau de synthèse en fait, et qui résulte de l'action de l'homme sur un certain nombre d'entrants qui vont s'associer et par l'action de la fusion créer un nouveau matériau, donc qui par cette action-là capture un certain nombre de choses. Voilà, pour
résumé, c'est vraiment passer du paysage au verre pour raconter à nouveau par le verre ce paysage. Voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste, je peux passer à quelques minutes. Ouais. Donc juste avant quelques projets, ça c'est le four en construction de Géoverry que Stéphane a produit sur mesure, puisqu'il a aussi cette compétence à l'atelier, c'est qu'il produit ses propres fours. Donc c'est un four un petit peu particulier, puisque là vous voyez l'intérieur du four à gauche et à droite un creuset qui a déjà servi. C'est un four qui va nous permettre de faire des sessions de production par recette de verre et de changer un petit peu comme une casserole les creusets en fonction des verres qu'on utilise. Donc ça nous permet justement de ne pas avoir le problème au début de production à stopper net pour telle ou telle recette. Voilà, une petite sélection de projets. D'abord, quelques pièces de la marque Australco que j'ai créées, qui est extrêmement importante pour l'atelier, parce que c'est la marque en fait qui finance ma recherche et mon temps de laboratoire, puisque je ne suis pas financée par ce labo pour y être. Donc les ventes générées par la marque dans le modèle me permettent d'assurer ce temps-là. Donc c'est un peu le socle de tout l'atelier et ça me permet d'avoir de la recherche constante. Donc il y a des pièces décoratives, il y a beaucoup d'art de la table, c'est une dimension importante à l'atelier de médiation par la gastronomie et par le ventre, puisqu'on considère qu'au même titre que sensibiliser sur les aliments qu'on consomme, la prochaine étape c'est aussi se questionner sur le contenant de cette alimentation et essayer d'aller au bout de la démarche en ayant une traçabilité totale sur la table. Un autre exemple deux exemples en fait de projets autour de Sylvain Huchette, qui est un producteur d'ormeaux du Finistère que j'ai rencontré il y a quelques années et qui est très important puisque Sylvain m'a confié toutes ces coquilles qu'il gardait précieusement depuis 15 ans, ces coquilles d'ormeaux. Donc il élève des ormeaux en pleine mer, c'est une production très difficile, on n'a pas forcément le temps, mais en tout cas ces coquilles ont elles aussi une forte valeur symbolique et j'ai récupéré ces 2 tonnes pour produire tous mes prochains verres marins. Donc l'idée c'était de pouvoir aussi raconter la coquille à travers différents types de projets. Le premier c'est une collaboration avec Hugo Rollinger qui est donc chef au restaurant Le Coquillage à Saint-Médard-des-Ondes. Avec Hugo, l'idée c'était vraiment de raconter l'ormeau et sa croissance à travers un plat qui, donc, le contenant évidemment est fait en verre marin à partir de ces coquilles, et au niveau du plat, de créer quelque chose qui raconte la croissance et la consommation des algues que peut manger l'ormeau pour grandir. Donc voilà, on présente l'ormeau au milieu de l'assiette et ces 3 algues autour avec un petit bouillon. Donc là, c'est vraiment l'idée qu'en posant l'assiette sur la table, on est capable de raconter tout l'ormeau depuis la chair jusqu'à la coquille et que la personne qui déguste vive vraiment cette coquille d'ormeau et s'en rappelle en sortant du restaurant. Ensuite, un projet un peu plus culturel, c'est un triptyque que j'ai réalisé l'année dernière pour la galerie Valérie Guérin, toujours autour de la coquille d'ormeau avec une déclinaison de 3 matières. Donc le plâtre de mer que vous reconnaissez peut-être, qui est le premier matériau que j'ai développé en 2014, qui est cette pâte de coquillage. Donc c'est un disque simple composé uniquement de coquilles d'ormeau. Là on ne voit pas, mais en fait quand on s'approche on voit toute la nacre, etc. Ensuite une pièce en verre marin glace qui raconte la strie et toute la symbolique de la coquille, qui est vraiment la mémoire de l'environnement, puisque à la manière d'une grume d'arbre, on peut lire strie après strie l'histoire et ce qu'a vécu le coquillage en analysant cette coquille. Et une dernière pièce plus poétique sur un environnement aquatique sous-marin imaginaire, en imaginant que c'est le lieu de vie de cet ormeau dans la mer Vague, dans le Finistère. Là, c'est de la pâte de mer. Un autre projet qui est important autour de cette fois de la fibre de verre et une collaboration avec Aurélia Leblanc, qui est créatrice textile à Paris. Avec Aurélia, on s'est rencontrés aux ateliers de Paris il y a quelques années et donc elle tisse et on s'est dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas un jour tisser du verre et croiser nos 2 savoir-faire. Donc on a développé ça pendant 4 ans et
Et aujourd'hui, donc, je produis des fibres à partir des verres que je développe dans mon laboratoire sur des outils de fibrage optique qui sont là pour le coup des machines vraiment de haute technologie. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces outils-là, les valoriser, mais tout en ramenant la matière à l'atelier pour un geste artisanal et pour le travailler à la main. Donc ensuite, je vais avec ces petits fils voir Aurélia et on tisse des laits de tissu, de tissage de verre à 4 mains avec un geste qu'on a développé pour créer une matière qui est semi-souple, semi-rigide, ça dépend comment on voit les choses, qui est dédiée à l'architecture. Puisque là, le verre a cette finesse devient véritablement souple, tout en gardant ce travail-là de la couleur. Alors certes, c'est désaturé, c'est beaucoup plus subtil, mais on peut faire toute une variation de teinte en fonction du verre qu'on utilise. Autre projet, cette fois vraiment de médiation scientifique, est un partenariat avec des chercheurs, cette fois à l'université de Nantes, et notamment Vona Meleder, qui est ici en photo à gauche. Donc Vona, en fait, elle étudie les diatomées, qui sont ces microalgues, depuis des années, et elle est spécialisée dans ce domaine-là à Nantes. Et quand on s'est rencontrés, elle me disait, mais en fait, personne ne connaît les diatomées. Moi, je ne suis pas capable de parler de mon sujet au grand public parce que je n'ai pas d'outils pour émerveiller ce public. Le toucher, le sensibiliser avec des matières de recherche. Donc on a décidé de travailler sur un projet au long cours de médiation scientifique par le travail de sculpture et ensemble de développer un certain nombre de sculptures qui reprennent des caractéristiques spécifiques de ces diatomées et les thématiques de recherche de Vona pour le montrer au public à travers une exposition itinérante. Bon, là, je vais définir un peu rapidement si il y a des questions dessus, mais c'est 4 espèces de dalles qu'on a sélectionnées. Donc à chaque fois on part de ce genre de vues qui sont des vues microscope électronique à balayage, qui sont les vues techniques avec lesquelles elles travaillent au quotidien, et on les interprète en sculpture tout en faisant un ping-pong régulier pour être sûr de ne pas être à côté de la plaque et que ça puisse véritablement servir à la vulgarisation scientifique. Là c'est cette espèce-là qui est en sculpture ici. Là à nouveau la photo microscopique, et donc ça c'est la sculpture qu'on a faite. Et pour finir, le travail en cours sur une espèce qui s'appelle Acea australia, qui est une espèce connue du grand public puisque c'est elle qui est responsable du pigment glace, justement vert bleu, des huîtres de Marek d'Olero. Vous avez déjà certainement vu ça, une couleur un peu bleutée au niveau des branchies de l'huître. Donc c'est cette microalgue par exemple qui produit ce pigment. Au passage, personne ne sait pourquoi, donc elle est très étudiée. Et on a décidé de se concentrer sur Acea. C'est un très long travail puisque ça va être une sculpture de plus de 2,20 m de long. Donc ça fait déjà un an et demi qu'on est dessus. Et du coup, je vous ai mis des petites images de la production en cours. Donc là, c'est tout un jeu, un peu dans l'idée du triptyque que je vous ai montré tout à l'heure avec ces grilles de verre. C'est tout un jeu de baguettes pour faire en thermoformage cette sculpture. Alors c'est bon. Merci beaucoup, merci Lucio. On a navigué sur des mers ou des paysages lointains tout en étant très proches. Et évidemment, moi j'ai plein de questions déjà, mais je laisse la parole à la salle si au cas où quelqu'un veut se lancer. Non ? Bon, je me lance alors. Petite question très technique, le coquillage est ramassé, mais la question du lavage, j'imagine que c'est dans le processus de fabrication ou de détérioration, valorisation, j'imagine que c'est un moment important. Alors, et qu'est-ce qui se passe ? C'est extrêmement important pour 2 raisons. Il y a un élément qu'on ne va pas pouvoir, pas tolérer dans certaines quantités quand on fait du verre, c'est l'argile, puisque c'est vraiment ça qui va venir empêcher notamment la soufflabilité du verre. Donc on est obligé d'avoir un nettoyage quand il y a de la terre sur les matières premières qu'on utilise. Ça a été le cas, j'en parle parce que ça a été le cas sur les coquilles d'ormeau, où là on a dû faire un lavage à la main, parce qu'il y avait la terre dans la coquille. Donc là on est obligé de nettoyer puis de sécher. Ça prend un certain temps, puis de broyer, potabiliser, etc. Mais la contrainte, et c'est valable pour toutes
matières, c'est d'utiliser le moins d'eau possible et d'essayer de ne pas nettoyer en fait nos matières premières. Notamment au niveau des sables, quand on les utilise tels quels, puisqu'on ne va pas aller cramer des litres d'eau pour les nettoyer. Et au contraire, c'est toute cette subtilité-là des impuretés, des oligo-éléments qu'on va essayer de garder, puisque c'est ça qui va donner la coloration au vert. Donc voilà, après c'est un jeu d'analyse chimique pour déterminer s'il n'y en a pas trop, on y va comme ça, s'il y en a trop, on fait le choix de la vie. Mais c'est de l'eau douce, c'est pas de l'eau de mer. Là, ça a été de l'eau douce. Ouais. Donc il y a cette question du... Comme partout, dans tous les usages des matériaux, il y a un moment donné, cette phase de lavage, elle reste problématique, parce qu'elle utilise une quantité d'eau, entre guillemets, pure, et en tout cas non, pas de l'eau de mer. C'est une vraie problématique. Question ? J'en ai d'autres, hein, de toute façon. Il ne faut pas que je le dise, parce que du coup, vous faites les timides, c'est pas bien. Oui, enfin. Micro. Merci pour votre intervention qui est plus que passionnante. Et j'ai une petite question un peu technique, mais bon, si vous y répondrez certainement. Entre tous ces différents verres, quels sont en gros les taux de carbonate, les choses très différentes qu'entre tous les coquillages? Qu'est-ce qui fait la distinction entre de l'ormeau, de l'huître, ou de la moule, ou je ne sais pas, autre coquillage? Justement, le taux de carbonate est quasiment le même. Il est le même. En fait, globalement, c'est quasiment 100% de carbonate de calcium. Mais ce qui est fascinant, c'est que le pouillème qui reste va créer une différence au niveau notamment de la teinte du verre et de son comportement, parce qu'il va y avoir une trace d'oxyde métallique de tel ou tel oligo-élément. Et c'est là où ça devient passionnant, parce qu'en fonction des espèces qu'on va utiliser, on va pouvoir comprendre quel est du coup l'impact de chaque espèce sur le verre, et on va comprendre par exemple qu'un ormeau ne va pas filtrer les mêmes oligo-éléments qu'une coquille d'huître, qu'une coquille de moule, pas à la même vitesse, etc., etc. Donc là, il y a tout un champ en fait, de recherche qui s'ouvre, et l'idée de cette géoberry justement, c'est de pouvoir l'archiver année après année, donc ça va prendre un certain temps, mais aussi de contribuer à la recherche par le biais de l'artisanat et par le biais de la création de pièces, en archivant tout ça, en ayant les analyses à chaque fois, en étant très rigoureux en fait, sur cette recherche-là, pour que derrière il puisse y avoir des publications scientifiques. En tous les cas, ça ouvre un champ de recherche immense. Et c'est passionnant. Merci beaucoup. Justement, peut-être lié à cette question, ton travail reste en petite quantité, de façon très limitée au sens artistique. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un débouché industriel? C'est-à-dire, est-ce que nos futurs verres de consommation courante, aussi bien verre, toute application du verre, pourrait utiliser justement entre guillemets ces déchets, même si on ne peut plus dire ça? Merci de l'avoir posé à chaque fois. En tout cas, moi, c'est pas mon envie du tout, puisque pour moi, le travail de la main il est tout aussi important que la valorisation des ressources locales. Donc, c'est évident que je ne travaillerai jamais de cette manière-là. Après, c'est un vrai sujet et ce serait quand même intéressant que les gros s'y penchent aussi pour aller valoriser, notamment au niveau des coquilles, le carbonate de calcium. Je pense qu'il pourrait s'y coller. Après, ça recoupe en fait avec la question précédente. Ça veut dire mettre en place des moyens pour nettoyer les matières. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas standardiser la nature. Donc, ça veut dire que demain, un industriel produit du verre à partir de ça. Il va être obligé à chaque bain de verre, exactement comme de faire du vin ou de la teinture, à chaque bain de verre, il va devoir réajuster la recette pour le repasser en production. C'est ce que moi je fais à mon échelle. Mais du coup, ça devrait être obligatoire pour avoir cette constante-là dans le travail du verre. Et en fait, on sait d'avance ce qui bloque, ça va être la couleur, puisqu'on va vouloir un verre parfaitement transparent ou parfaitement je sais pas quoi. On accepte bien de manger des fruits et des légumes qui sont plus standardisés. Hein. Ça, on a cassé cette idée de standardisation. Donc, il faut y aller, il faut faire de la pédagogie. Moi, je pense que c'est possible en mettant en place les outils, notamment de R&D annuels ou mensuels, j'en sais rien, pour pouvoir mettre à jour constamment la chose et le passer en production. Voilà. En tout cas, sur la question du lavage, alors je ne sais pas si elle est la même, je pense qu'elle n'est pas du tout applicable, en tout cas probablement pas à la question du verre, mais sur la question de la laine, puisque des institutions où la laine est une question centrale, je sais qu'il y a des tentatives, notamment par le collectif Tricolore, de ne plus laver la laine avec de l'eau,
puisqu'il faut des tonnes et des tonnes d'eau pour laver de la laine, mais en fait c'est un procédé non polluant, alors je ne me rappelle plus le nom, je crois à base d'hydrogène ou je ne sais plus quoi, mais pas du tout polluant, très peu énergivore et qui permettrait de totalement nettoyer la laine. Donc peut-être qu'il y a aussi des procédés à voir comment nettoyer ces coquillages et autres sans passer par le lavage. Il y a certainement, on peut parier sur l'avenir, un procédé à trouver. Et là, du coup, ça peut intéresser les industriels. Là aussi, c'est pas tellement... Parce que la problématique, elle est importante, c'est qu'on est tous des amoureux des métiers d'art, de l'objet, de l'artistique. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra penser quantitatif. C'est pas l'un, je ne crois pas que ce soit l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que si on veut toucher le plus grand nombre, il faudra réduire les coûts, réduire la quantité. Et justement, le monde de demain, ce sera un monde où les éclaireurs seront les artisans. Et après, tout le monde pourra en bénéficier parce que derrière, il y a eu des ingénieurs, il y aura des industriels qui auront trouvé cette manière de repenser les matériaux. Donc c'est vrai que tu es en fer de lance de la nouveauté, et je crois qu'il faut continuer à l'être, mais aussi, si des industriels pouvaient s'intéresser pour faire nos verres de tous les jours, et même si on ne maîtrise pas la couleur, bon, c'est pas grave. C'est notre manière de penser. Oui, déjà, oui, non, bien sûr, non, mais c'est peut-être tout l'ensemble. En fait, bien sûr. Tout est une question de pédagogie, et là, je pense que notre rôle, il est là, en fait. Le verre recyclé, accepter justement que la couleur varie sans cesse, qu'il y ait des bulles, qu'il y ait des cordes dans le verre. Le problème de l'industrie, un des problèmes, c'est qu'il a créé la perfection. Quand vous êtes dans du pré, l'apparente perfection, en tout cas, la perfection de la forme, dans le pré-industriel, et on n'est plus du tout habitué, mais vous regardez un mobilier du 19e, avant l'industrie, c'est totalement irrégulier. On se dit, ah, c'est mal fait. Non, c'est que c'est fait à la main, c'est fait de façon non répétitive, et c'est la machine. Et justement, si on veut sortir de cette ère du pur machinisme, il faudra réaccepter l'imperfection, le non régulier, mais on le fait déjà. Moi, j'aime bien toujours comparer avec l'agroalimentaire. Alors, pas tous, mais on est tous plus ou moins à accepter une orange qui n'est pas tout à fait orange ou qui est un peu crasseuse, ou des carottes qui ne sont pas complètement lavées. Bon, des portes ont été enfoncées. Après, c'est une question de pédagogie, c'est une question de responsabilité de chacun. Alors, j'ai assez parlé. Ou y a-t-il une question ? Oui. Attention, on vous apporte un micro. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui... Bien le micro. La sucette bien dans la bouche. Oui, ma question est la suivante. On utilise ce qu'on appelle des déchets. Est-ce que si on en arrive à l'ère industrielle pour ce genre de choses, on ne va pas créer un déséquilibre de ressources? Parce que j'imagine que les coquilles d'huîtres, les coquilles d'ormeaux, etc., depuis qu'elles sont rejetées, elles servent quand même à quelque chose. Je veux dire, les coquilles d'huîtres, on les broie, on les donne aux poules pour faire des œufs. Enfin, je veux dire, si on pousse le raisonnement à l'extrême, est-ce qu'on ne va pas créer un déséquilibre différent de celui qui existe actuellement? C'est un vrai sujet, en fait. C'est toujours cette question-là d'équilibre, de s'adapter aux stocks disponibles, et quand ces stocks ne sont... Là, je parle de stocks de déchets disponibles. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. En fait, on ne va pas aller derrière refuser je ne sais quoi pour produire. Donc, il y a vraiment à s'intéresser à cette question des gisements disponibles et surtout de leur saisonnalité, parce qu'elle varie aussi. Donc, c'est quand même assez complexe tout ça. Après, les coquilles, par exemple, c'est des milliers de tonnes par an, donc on a quand même de quoi faire au niveau de la valorisation des déchets, et c'est pas forcément malin de les rejeter tout au même endroit en mer, par exemple, puisque ça augmente, ça transforme les taux le pH de l'eau, donc ça peut avoir des impacts sur les écosystèmes. Donc c'est toujours cette question d'équilibre, en fait, Oui, je pense que pour l'instant, la question des déchets ne s'est même pas posée. Je pense à un grand restaurateur, un restaurateur nombreux de coquilles de moules, qui porte le nom d'une capitale européenne. Je ne pense pas qu'il se soit posé la question que devenaient leurs coquilles de moules.
S'ils le font, tant mieux. Mais je pense qu'on a... Alors là aussi, c'est pas la question de l'industriel, c'est pas tout remplacer par ces nouvelles solutions, mais au moins intégrer dans les chaînes de production un pourcentage de plus en plus élevé, ça serait déjà pas mal. Une dernière question ? Moi, j'en ai une dernière. Tu évoquais la question de la recherche, de cette question passionnante de pouvoir combiner recherche et production pour faire que la production d'objets puisse intégrer une quantité horaire de recherche. Est-ce que tu as réussi à quantifier et comment s'organise ta semaine ou ton mois par rapport à ce genre de choses? Oui, alors j'ai essayé de quantifier. En gros, allez, on va dire entre 20 et 30% de mon temps au laboratoire. Mais bon, je rigole parce que les 6 derniers mois ont été infernaux et en fait, je n'ai pas du tout passé ce temps-là au laboratoire, mais je vais me rattraper sur des temps plus longs, donc ça se compense. Donc, je dirais quand même à peu près 30% de mon temps au labo, beaucoup de déplacements, et c'est pour ça que je devais mettre une photo du travail de terrain, parce que voilà, c'est aussi beaucoup de temps sur place, aller rencontrer les gens, faire des photos, marcher, voilà, c'est aussi un temps qui est incompressible. Peut-être aussi 30%. Après, on répartit le reste du temps entre l'atelier Silicine qui pour l'instant, enfin là il y a Arcueil, après on a un projet d'installation, de mutualisation d'ateliers pour aller plus loin dans la démarche de production, parce que ça commence à devenir incohérent en fait. Donc, voilà. Et la gestion de tout le reste, de la marque, des envois, des expéditions. D'accord. Voilà. En gros c'est à peu près comme ça, mais ça c'est l'atelier. Oui, on connaît. Non, c'est pas tellement la quantification précise, c'est pour pouvoir se dire dans une projection presque idéale, c'est-à-dire que mon temps de travail, ce temps est aussi important que de faire les feuilles administratives, c'est-à-dire la recherche, même de se promener, de marcher dans la nature, est un temps de recherche, ce que la plupart aussi bien des chercheurs en toute nature ne quantifient pas comme temps de recherche. J'ai pu être chercheur, je veux dire, marcher était encore plus productif. J'étais plus productif après avoir marché que d'être resté à ma table devant mon ordinateur. Et ça, on l'oublie complètement, mais se vider la tête, au contraire, on revient à l'essentiel. Et c'est toute la difficulté d'une société qui ne pense que production, que visibilité d'un travail, alors qu'il y a toute l'invisible, même pour soi, qui est très importante. En tout cas, bravo de pouvoir faire la part des choses. Dernière question ? Non, jugé vendu. Merci beaucoup. Merci Lucille. Donc on continue notre voyage dans le verre, puisque nous avons un autre intervenant qui est néoniste, Alexis D'Andréis, néoniste et menuisier, diplômé de la Haute École des Arts du Rhin. Alexis D'Andréis conçoit et réalise des objets lumineux en verre, vous pouvez en voir de très beaux exemples, et il envisage le néon non pas comme quelque chose uniquement de l'enseigne et du commercial, mais vraiment comme un objet à part entière, et on peut dire un objet artistique. Il a été récemment lauréat de la Fondation Banque Populaire. Vous aurez peut-être compris que les 3 lauréats ce soir sont des lauréats de la Fondation Banque Populaire, qui est partenaire avec nous des Rencontres des Gobelins, et vous avez des dépliants sur les intervenants pour avoir plus de renseignements. Donc récemment lauréat de la Fondation Banque Populaire dans la catégorie artisanat d'art, il exerce dans son atelier parisien qui se trouve au sein de la pépinière de la Chambre des métiers et de l'artisanat dans le 19e, sous le nom d'Alexis Néon. C'est pas mal. Bon, voilà. Merci et à toi. Bonsoir. Merci d'être là. Je suis très content. Je suis vraiment ravi de pouvoir parler ici du néon. Donc, Marc en a déjà dit beaucoup par rapport à ce que je comptais dire. En fait, l'enseigne, le champ de l'enseigne, effectivement, c'est comme ça que tout le monde envisage le néon, mais c'est un savoir-faire qui est vraiment méconnu et qui... pardon, je ne suis pas très habitué à parler. Donc, si vous voulez... Lance peut-être le film pour qu'on se rende compte un peu... Je vais le lancer rapidement. Alors, je vous fais le brief de comment j'ai envisagé cette rencontre. Je l'ai intitulé Patience Néon. Donc, effectivement, la notion de patience, elle est essentielle dans le savoir-faire que je travaille. Donc, si
si vous voulez, on va, dans un premier temps, je vais un peu parler de l'historique du néon sur Georges Claude. Ensuite, très rapidement de mon parcours, je vais vous montrer donc le film vous êtes les premiers à pouvoir découvrir. Film qui a été donc proposé par la Fondation Banque Populaire dont nous sommes lauréats. Ensuite, je vous montrerai une autre petite vidéo qui sera peut-être un peu plus technique, vraiment plus proche sur mes outils de travail. Voilà, et ensuite, je vous montrerai quelques projets. Donc, je reviens sur la vidéo un petit peu après. Donc, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que le néon, c'est un savoir-faire français. Là, on est vraiment ça a un siècle. Il y a une personne qui s'appelle Georges Claude, que vous avez en photo derrière, qui a, entre guillemets, inventé le néon, mais pas vraiment. Ça veut dire qu'en 1910, c'est le premier à s'être dit on va exploiter le néon et sa source lumineuse pour le champ de l'enseigne. Sauf que les phénomènes électroluminescents, ils étaient déjà connus depuis pas mal d'années et partout dans le monde. Sauf que voilà, lui, il a été peut-être plus malin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça que les autres, mais en tout cas, il a déposé un brevet. Et donc, pendant 50 ans, il y avait des ateliers Claude Néon un peu partout dans le monde. Et je suis parti au Canada faire notamment un stage. Et la personne chez qui j'étais là-bas, qui était déjà âgée, avait appris chez Claude Néon. Donc, il y a une histoire avec la France, entre le néon et la France, qui n'est pas rien. Je dirais ça, sachant que le premier néon a été utilisé à Paris, dans le cadre du salon de l'automobile. Je n'ai pas de photos parce que quand vous cherchez sur internet, il y a plein de photos et c'est pas très clair, donc je peux vous montrer à peu près n'importe quoi. Voilà. Sur l'historique du néon, le XXe siècle, il a du coup, suite aux démarches de Georges Claude, il y a eu du néon partout dans le monde. Jusqu'aux années 2000, voilà, où la LED est apparue et tous les fabricants de néon, ce qu'on appelle les enseignistes, donc il y en a encore plein dans Paris, se sont mis à faire de la LED, à proposer d'autres choses. Enfin, pourquoi? Parce que c'est compliqué de faire un néon, ça prend du temps, il y a de la casse, parce que c'est un objet en verre, donc quand vous le mettez à l'extérieur, forcément il est un petit peu plus risqué qu'un morceau de plastique. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a énormément de LED qui continuent à être sur le marché et il y a donc de moins en moins de néonistes. En gros, pour faire la bascule sur mon parcours, j'ai fait le dernier CAP de France qui est dans le 20e arrondissement. Quand je l'ai fait, c'était en 2017, donc c'est aussi pour vous resituer, je suis au balbutiement de mon développement à travers le néon. 10 ans avant 2017, il n'y a pas eu de diplômé, et depuis que je suis sorti, il n'y a pas eu de diplômé. Donc c'est un CAP qui... voilà, en fait, c'est dans un lycée technique qui s'appelle le lycée d'Orient, qui fait de la verrerie scientifique, et où il y a une option néon, et il y a aussi un bac pro enseigne. Voilà, et donc les jeunes, ils essaient un peu, et puis en fait, ça ne les intéresse pas tellement, et surtout, il n'y a concrètement pas de débouché. Donc, si vous voulez faire du néon aujourd'hui, il faut vous accrocher, parce qu'il faut trouver le moyen d'avoir un atelier, sauf que bon, voilà, forcément, le contexte n'est pas simple, sachant que quand vous avez un CAP, vous ne savez pas faire un néon. Et que ce savoir-faire-là, il est vraiment inscrit dans un rapport maître-élève. Vous avez vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui travaille à côté de vous, mais de regarder les gestes, parce que c'est tout autour du geste. Voilà. Donc, pardon, mon parcours, il va déjà être de toute façon. C'était voilà, les arts déco à Strasbourg, ensuite le CAP de menuisier. Le seul truc que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que j'ai enchaîné 2 CAP, celui de menuiserie et de néoniste. C'est vraiment une question de feeling, c'est-à-dire la menuiserie, c'est très sympa tout ça, mais je ne suis pas un amoureux du bois, et le néon, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Toujours pareil, j'ai vu au Canada un néon dans la rue, je me suis dit comment ça marche, je suis allé sur YouTube, j'ai vu qu'il restait un CAP dans le 20e, c'était à côté de chez moi, je me suis dit ok, j'enchaîne. Donc je l'ai fait, et là par contre j'ai compris que ça ne sert à rien de faire 36 trucs, et surtout par rapport au néon, qui, comme je le disais tout à l'heure, demande vraiment de la patience, ça demande vraiment d'être focus et de beaucoup pratiquer. Donc, si vous voulez aujourd'hui faire du néon, voilà, il faut réussir à mettre en œuvre l'ensemble des éléments. Donc, voilà. Donc là, ça fait 4 ans que j'ai... Pardon, ça fait 4 ans que je passais le CAP, mais ça fait 2 ans que j'ai mon atelier au sein de la chambre de métier de l'artisanat. La pépite
faire un néon, c'est donner une forme à une canne de verre, déformer la canne de verre tout en la contrôlant. Tout ça, ça fonctionne sur un principe qui est la gravité. Dans ma pratique, je vais tout de suite aller dans une recherche du volume. Il y a 5 gaz rares, chacun a une couleur particulière. Le néon, ça a vraiment une intensité lumineuse très forte. C'est vraiment la couleur la plus puissante. Là, vous avez pu voir mon atelier, plusieurs étapes. Donc, je vais vous montrer une autre vidéo, mais avant, je vous réexplique les étapes quand même de fabrication d'un néon. Donc, c'est une canne de verre que l'on déforme à partir de chalumeau. Donc, dans la vidéo là, vous allez voir les types de chalumeaux. Vous les voyez ici, notamment, vous voyez surtout celui qu'on appelle le ruban qui permet vraiment de faire les courbes. Donc, c'est un rideau de feu et par gravité, comme je le disais, la masse elle tombe. Et donc, on contrôle par ses mains, quoi, la déformation. Donc voilà, vous pouvez voir également quelques pièces qui sont en cours de réalisation, qui sont dans le modèle. Je lance la deuxième, celle-ci. Là, je vais vous présenter les indispensables, quoi, mes petits outils, mes petits accessoires sur lesquels je peux travailler. Donc le premier, c'est les lunettes qui ont un verre spécifique qui va me permettre de voir vraiment à travers la flamme, et c'est vraiment utile. Sans ça, je pourrais vraiment pas être précis et vraiment pas travailler longtemps, parce que la flamme, ça use quand même pas mal les yeux. Dans un second temps, on va avoir vraiment le tuyau pour souffler. Donc vous voyez, d'un côté, ce tuyau, il fonctionne vraiment de pair avec les bouchons. Donc les bouchons, bah, c'est pareil, j'en ai plein. Ils ont des diamètres différents. Donc si je prends une canne de verre, en gros, d'un côté, je vais pouvoir mettre un bouchon. Et de l'autre, voilà, je vais pouvoir plugger. Donc là, en gros, je suis en... Et voilà, je peux vraiment souffler directement là où je vais avoir ma déformation. Voilà, donc ça, indispensable, le tuyau. Le couteau à verre, alors là, c'est la même chose. Il me sert au début, dès que je vais pouvoir travailler. Je vais quantifier vraiment ma longueur de tube et du coup, je vais devoir couper ma canne puisqu'au début, elle fait 3,20 m. Ensuite, on a quoi? On a le briquet, bah oui, forcément indispensable. Quand je travaille, j'éteins les chalumeaux, je les allume, je switch entre les trois tout le temps. Donc ça, j'en ai plusieurs et j'avoue que je les cherche régulièrement selon là où je les mets. Ça me sert à appuyer le verre. Alors oui, effectivement, quand je ramène le verre sur la table et qu'il est chaud et que je dois un peu le contraindre, pour pas qu'il fasse trop de vagues, je peux appuyer ça, il y a une pierre réfractaire dessus, donc c'est pas mal. Les cales, pareil, indispensable. Dès que le verre il est sur la table, je suis obligé de bloquer en différents points, puisque là où je vais déformer, bah, toujours pareil, par gravité, ça risque de tomber au mauvais endroit. Donc pour bien contrôler, j'ai indispensable ces cales-là. Et enfin, on a, oui, alors le verre, il y a différents diamètres. Et effectivement, même s'il y a peu de différence dans les diamètres, ça fait une vraie différence dans la façon de travailler. Et enfin, ouais, l'indispensable, c'est mon petit crayon gras qui est très beau, qui a bien vécu et sans quoi je ne pourrais pas voir à travers la flamme. Alors que là, voilà, ça me permet d'avoir des marquages très précis qui vont rougir petit à petit et du coup, ça va également m'indiquer un temps de chauffe. Donc voilà, ça, grosso modo, c'est un peu tous mes accessoires indispensables. Voilà, donc là je vous présente mes trois chalumeaux. Grosso modo, j'en ai deux, c'est deux torches, donc qui sont sensiblement les mêmes, sauf qu'il y a un chalumeau qui est mobile et l'autre qui est fixe. Celui-là va vraiment me permettre de travailler la canne de verre sur la table, donc c'est la canne qui ne bouge pas et le chalumeau qui travaille autour.
Pour l'autre, c'est l'inverse. On va être vraiment à travailler avec la canne de verre en l'air. Il y a vraiment, avec ces deux chalumeaux, différents types de flammes. On va pouvoir faire une flamme vraiment très riche en gaz, qui va être donc une grosse flamme pour travailler, recuire, vraiment autour du verre. Mais on peut aussi avoir une flamme très fine, ce qu'on appelle un dard, qui va par exemple me permettre de souder les électrodes. Il y a effectivement, donc, toujours par rapport à l'histoire du néon en France, il y a plusieurs types de verre. Et donc la France a cette particularité de travailler un type de verre, le borosilicate. Donc là, les pièces que vous avez là, c'est fait en borosilicate, elles sont faites en borosilicate. Et le reste du monde travaille un autre verre, grosso modo. Donc les Français, ils ont leur façon de faire. Donc les chalumeaux que vous avez vus là, si vous allez en Allemagne, ils ne travaillent pas de la même façon. Ils n'ont pas ces chalumeaux-là, ils ont des chalumeaux où il y a deux flammes qui sont en face à face. Je dis ça parce que ça change complètement la gestuelle, et vous l'aurez compris, là, tout mon travail est autour de la question de la gestuelle. Et du coup, voilà, on a cette singularité-là, sauf que il y a de moins en moins d'artisans néonistes en France, puisque la plupart des gens qui restent, ils ont les 50 ans passés, et comme je vous disais, il n'y a pas trop de relève. Donc à terme, les électrodes et les autres éléments qui permettent de faire les néons, notamment en borosilicate, ça risque de disparaître, et du coup ce sera probablement, si on continue à faire des néons, on pourra faire comme on fait en Allemagne, aux États-Unis, voilà. Donc voilà, je peux vous présenter quelques images. Est-ce que ça marche derrière? Ouais, ça marche. Ce sont vraiment des projets divers et variés que j'ai pu faire depuis que j'ai l'atelier, qui ne sont pas vraiment déconnants. Donc là, la particularité, ce que vous avez sur le ballon de basket, c'est que c'est une 3D. Et à terme, c'est ça que j'aimerais développer, réussir à faire des volumes en 3D. Si on prend ce ballon-là, il y a une portion qui est courte, qui fait 20 cm, qui est courbée en deux axes. Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire que là, ce qu'on voit dans la vidéo, quand je courbe autour du chalumeau, je le fais de façon abstraite. Et si vous voulez quantifier et contrôler la canne, soit vous êtes obligé d'avoir une matrice, donc là je me suis servi directement dans la basket, soit ça devient compliqué de pouvoir courber en deux axes. Donc voilà, à moyen terme, j'aimerais vraiment développer la recherche autour de la création et de pouvoir travailler sur des 3D. Voilà, c'est une collaboration que j'ai fait pour un ami illustrateur. Il y a toujours un jeu avec des nuances de couleurs et avec des petits glaces colorées transparents. Voilà. Je terminerai sur ce moment que j'ai fait juste à côté, dans un café juste à côté, pour un café littéraire. Et le Pierre est arrivé. C'était avant ou après le Covid? Merci beaucoup Alexis. Ça nous ouvre des perspectives sur des savoir-faire. Alors c'est vrai que d'un côté on peut pleurer le fait qu'il n'y en ait plus, mais d'un autre côté on peut rire du fait qu'il y en ait un. C'est-à-dire toi. Et donc du coup on voit bien tout l'intérêt du renouveau de cette pratique. Moi j'ai une première question, c'est un peu bébête, hein. J'aime bien, je vois toujours un peu le bonnet. C'est qui les clients? Ils sont multiples, donc il y a beaucoup d'artistes. Après forcément par mon passage d'école d'art, c'est tous mes amis qui sont artistes, on va dire des artistes plus jeunes qui viennent me voir. Et encore que maintenant je commence à voir des artistes un peu plus vieux. Surtout maintenant le contact, je sais d'où, voilà, ça porte ses fruits. Là par exemple, j'ai des institutions, j'ai fait un néon pour le Ballet de Marseille, pour la Horde, il y a un peu moins d'un an. Et là, sur les 2 dernières semaines, il y a le musée d'art de Nîmes qui m'a appelé pour une grosse expo d'un artiste américain qui s'appelle Glenn Ligon, donc sans parler quoi. De la même façon, là il n'y a pas longtemps, là, juste la semaine dernière, c'était le théâtre, la comédie à Clermont-Ferrand. Le truc c'est qu'il faut voir aussi, je bouge tout le temps en fait, je fais des néons que j'ai installés à Deauville, à Rouen, voilà. Donc il y a une demande quand même. C'est vraiment une niche et il y a une vraie demande. Et donc il y a un vrai décalage entre le peu de gens qu'il y a et la demande. Et surtout, comme ça fait
pas des années que je fais ça, j'ai mis du temps à faire un verre. Donc, oui. Non, mais on comprend bien que ça prend du temps quand même. Hein. Voilà. Une question dans la salle? Moi, en fait, c'est surtout au niveau du fonctionnement du néon. Vous avez parlé de phénomènes électroluminescents. Et du coup, je me demandais si c'est un gaz qui parcourt l'intérieur de la canne de verre, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Oui, alors oui, effectivement, c'est vrai que dans la présentation, je ne suis pas rentré dans plein de détails techniques et tout, mais en gros, c'est un contenant. Il faut l'envisager comme ça. Donc, c'est une canne de verre. Et donc, pour que ça devienne un contenant, il y a 2 électrodes, l'une de chaque côté. Et j'ai une machine. On me voit parler des 5 gaz rares, etc. Cette machine-là, elle permet de faire le vide dans ce contenant-là. Donc ça veut dire qu'en gros, mon élément en verre va être soudé à cette machine. Dans un premier temps, je vais faire chauffer tout le tube. C'est-à-dire qu'à autour de 400 degrés, la pièce chauffe entièrement. C'est-à-dire que le verre il s'ouvre, il se dilate. Donc là, ça chauffe. J'arrête de chauffer. Et ensuite, c'est comme un aspirateur. En fait, ça tire complètement, y compris dans le verre, vraiment dans la matière, qui se refroidit progressivement. Et quand il est franc, j'injecte le gaz en question dans le tube. Et alors après, il y a plein de paramètres. Donc là, en fait, si j'éteins là, les pièces, et je vais le faire comme ça, vous voyez juste rapidement. Là, vous voyez que c'est vraiment du verre transparent. On a l'impression qu'il n'y a rien dedans. Donc là, les teintes qu'on voit, c'est vraiment les teintes du gaz. Le néon, ce n'est que du rouge. Ça ne donnera jamais une autre teinte. Alors que l'argon, qui est bleu, dans le champ de l'enseigne, normalement, on l'utilise pour révéler le pigment phosphorescent qui est collé à l'intérieur de la canne quand il y a un pigment phosphorescent collé. Donc là, ce n'est pas le cas. Mais en gros, si vous voulez révéler les couleurs, vous allez tout le temps mettre de l'argon. Donc on parle de néon, mais en fait, quand vous voyez du néon dans la rue, c'est juste tous les bars et les restaurants souvent qui mettent du rouge, parce que c'est vraiment la couleur la plus intense. Voilà. Et donc en gros, il y a un gaz scellé dans le tube. Et du coup, deuxième question, est-ce qu'il y a un phénomène d'usure du gaz qui s'épuise, enfin, est-ce que le gaz s'épuise au bout d'un moment? Alors non, le truc c'est ça, c'est que le néon, s'il est bien fait, il y a beaucoup de paramètres pour qu'il soit bien fait, mais s'il est bien fait, votre néon il peut durer 20 ans. C'est vraiment énorme en temps. Après, en 20 ans, vous avez l'occasion de casser 2 ou 3 fois. Quoi. Oui, c'est plus la fragilité, oui, la fragilité du verre que la perte du gaz ou. Après, c'est pareil, le gaz il est mis avec une pression selon la longueur, etc., et selon le diamètre du tube. Donc si on ne respecte pas dès le départ ces paramètres-là, ça impacte. Et donc c'est pour ça que par rapport à l'histoire de la patience, il faut vraiment, je pense que c'est un objet qui peut durer vraiment très longtemps. Après, il y a une partie électrique qu'il faudra sûrement changer, parce que c'est donc de la haute tension, avec un ampérage qui est très très faible. Donc c'est une consommation aussi qui est faible, mais c'est de la haute tension. Donc le transformateur, lui, peut-être qu'au bout de 5 ans, il faut peut-être le changer. Il y a encore que ça dépend. Une autre question? Bonsoir. Alors, Bonsoir, question de néophyte. Pourquoi la France s'illustre-t-elle avec l'usage du borosilicate par rapport au reste du monde et aussi, est-ce que ça a un impact pour vous en termes de débouchés sur un marché qui serait autre que le marché français? Merci. Alors, pourquoi? Je crois que c'est juste historique. Enfin, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'à la base, on a commencé à travailler le borosilicate et que ça c'est comme ça. Et étonnamment, les cannes viennent d'Italie. Mais les Italiens, ils n'utilisent pas le borosilicate. C'est une marque qui s'appelle Gloucester Tube, qui fournit la France. Donc déjà, ma difficulté pour trouver du borosilicate en France, c'est qu'en gros, il y a 2 fournisseurs en région parisienne. Comme je vous disais, il y a plein de diamètres, plein de couleurs. Il n'y a jamais les stocks. Donc, je vais aussi faire avec ce contexte-là. Par rapport au verre pseudo-calcique qu'on travaille ailleurs, comme je disais, c'est pas du tout la même façon de travailler. Honnêtement, un néoniste de l'un ou de l'autre, il a quand même du mal à switcher parce que toute la journée vous faites le même geste et d'un coup, en gros, pour vous imaginer, je visualise constamment par rapport à un diamètre nord, sud, est, ouest. Et je vais bouger mon tube, je vais faire bouger par rapport à ces points. Et tout à l'heure, je vous disais que pour le verre pseudo-calcique, c'est des chalumeaux qui sont en face à face. C'est-à-dire qu'eux, s'ils mettent la canne au milieu, qui font un quart de tour et qui reviennent, ils ont déjà, comme ça, ils ont déjà chauffé tout le tube. Alors moi, je vais devoir faire 2-3 quarts, donc ça change complètement.
après, l'impact, en vrai, pour quelqu'un qui regarde un néon, ça ne change rien. Mais aussi également, pour le faire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, le borosilicate, vous pouvez vraiment travailler la matière. Je peux enlever du verre, en remettre. Ça, pour avoir travaillé les deux, moi, je préfère vraiment travailler de la façon française. On n'entend rien du tout, il faut prendre le micro. Entre les masques et la distance. Désolé. Le gaz, il est fourni par qui et où? Alors, le gaz, justement, Georges Claude, du début, il a créé l'entreprise qui s'appelle Air Liquide. Ah oui. Le gros fournisseur. Voilà, lui, il était vraiment malin. Non, mais c'est pas. Pardon, je dis ça, mais c'est pas. Enfin, concrètement, je n'achète pas de gaz à Air Liquide. C'est une autre. En fait, la personne qui me vend le gaz, c'est une personne qui est à Lyon et qui est la seule personne en France qui répare les machines. Donc le petit pompage que j'utilise. Donc ça veut dire que déjà, si j'ai un problème, il faut que j'appelle cette personne-là, qui vient, tout ça. Voilà. Et donc c'est lui qui me vend le gaz. Voilà. Mais pardon, juste pour dire, Georges Claude, je le disais au départ, il a été connu pour pouvoir mettre en bouteille les gaz, l'oxygène, etc. Et donc c'est vraiment, ça vient de lui. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ces lumières sur le néon. Alors, troisième et dernier intervenant de cette jeune génération prometteuse et déjà presque installée, on peut dire, d'artisans designers, Pierre Murau. Pierre Murau est un designer français habitant à Paris. Il est diplômé de l'école Boulle puis de l'ENSI en 2020. Et il a collaboré avec plusieurs designers, notamment Marc Berthier et aujourd'hui auprès de Philippe Starck. En 2020, il monte en parallèle son propre studio de design en développant une pratique beaucoup plus personnalisée pour les démarches de terrain au plus près de l'artisanat et des savoir-faire industriels. Il a été lauréat en 2021 de la Fondation Banque Populaire pour son projet de revalorisation de la filière terre cuite en France. Il continue d'explorer les outils de production et collabore donc avec des artisans afin de créer des écosystèmes de projets porteurs de sens. Je lui laisse la parole. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Bon, merci Marc, déjà tout. Juste, c'est eux qui m'envoient les biographies, hein, donc ça dépend de vous. Hein. Écoutez, je suis également ravi d'être parmi vous ce soir. Je m'excuse pour le retard. En tout cas, j'ai pu voir la présentation précédente. Désolé, Lucie, tu me feras un peu. Je vais rapidement. J'ai beaucoup d'images, donc je vais passer rapidement plein d'images. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez, sinon à la fin on pourra échanger évidemment. Je vais revenir d'abord sur mon parcours parce que j'ai un statut un peu différent de celui d'Alexis notamment parce que je suis designer, donc moi j'ai pas un savoir-faire disons manuel spécifique, mais plutôt je vais collaborer avec plusieurs corps de métier afin de mettre en place des projets. Donc je suis né, j'ai grandi dans le nord de la France, du côté de Dunkerque, une culture qui m'a beaucoup influencé jusqu'ici. À l'âge de 15 ans, je vais rejoindre l'ESAT de Roubaix pour suivre des études en arts appliqués. Et donc j'intègre la filière qui s'appelle Sciences et Technologies du design et des arts appliqués. Donc suite à l'obtention de mon baccalauréat, je vais intégrer l'école Boulle, donc à Paris. Et c'est à ce moment-là où je me passionne réellement à la fois pour les métiers d'art, mais aussi je découvre la pratique du design qui me permet de faire ce choix du coup de partir dans la filière design et pas forcément appliquer à un savoir-faire précis. Bien qu'à l'époque j'aimais beaucoup notamment l'ébénisterie, c'est ce qui m'a fait connaître l'école. Donc pendant 2 ans, je bénéficie d'un enseignement qui est hyper riche dans la culture et l'histoire du design et des métiers d'art, tout en menant des projets de conception en partenariat avec différents acteurs. Donc dès lors, je commence à développer une culture de l'objet avec un œil assez aiguisé sur la finesse du détail au sein des objets qui m'intéressent. Donc là, à titre d'exemple, je vais vous montrer quelques projets plutôt scolaires que j'ai pu faire à l'école Boulle, notamment la réalisation d'un écrin pour une collection de montres avec Vacheron Constantin, qui cherchait à remettre en valeur les collections justement intitulées métiers d'art, des coffrets en bois précieux pour présenter une collection de montres. Je vais travailler également avec une jeune société qui s'appelle Elisabeth Aymon pour le développement d'un pilulier haut de gamme qui est non stigmatisant pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc
là, déjà, il y a des questions qui se posent, donc à la fois la réalisation d'objets précieux qui convoquent différents savoir-faire, mais aussi des questions d'usage, comment aujourd'hui on va placer cet objet dans la société contemporaine, comment est-ce que des patients qui sont atteints de certaines maladies vont pouvoir adopter ce type d'objet. Donc c'est des débuts de réflexion que je trouve hyper pertinentes et que j'ai envie de continuer par la suite. Donc très vite, en parallèle, je vais commencer à développer une appétence pour un design peut-être plus, je qualifierais d'industriel, ou plutôt dans des manières de produire plus démocratiques. Donc en m'initiant par exemple à des machines-outils plus récentes telles que l'impression 3D. Et je conçois dès lors le projet comme une recherche et avec des finalités beaucoup plus ouvertes. Donc en septembre 2015, je suis retenu au concours de l'ENSI que j'intègre alors pour 5 ans. Donc l'ENSI, c'est une école qui est dans le 11e arrondissement, qui est une école de création industrielle. J'ai étudié également le design par le faire et l'immersion au sein de nombreux ateliers de projet. C'est une école qui laisse vraiment libre cours à une pratique très ouverte du design. Donc, par exemple, je vais donner naissance à des créations de l'ordre de la recherche avec des philosophes, des objets de vulgarisation également avec des scientifiques, ou encore des expériences peut-être plus immersives qui questionnent sans cesse les usages contemporains et la place de l'être humain dans les sociétés du XXIe siècle. Donc je me confronte à des outils totalement nouveaux et des nouvelles technologies également dont je m'empare progressivement. Et mène des travaux peut-être plus manifestes sur la dimension industrielle du design aujourd'hui et les impacts majeurs sur nos écosystèmes. Donc en questionnant à la fois les formes, les usages et les process, je vais ici développer donc, sur les images un répertoire d'objets avec des fonctionnalités très ouvertes que je vais adapter à des semi-produits industriels existants à travers le monde afin d'allonger la durée de vie de nos objets. Donc là, le projet, vous pouvez voir, c'est des recherches d'usage, il n'y a pas de finalité concrète, mais c'est comment aujourd'hui je vais pouvoir mettre en place des semi-produits qui vont être très durables dans le temps et ainsi peut-être réduire une forme de consommation. À côté de ça, je participe à beaucoup de concours qui sont pour moi des moments de création à la fois intenses et spontanés qui me permettent de stimuler cette créativité. Donc voilà, différents objets, des choses que je dessine à côté sur mon temps libre. Ici, je collabore avec donc pendant mes études également, je travaille chez Decathlon, où j'ai la chance de rencontrer des acteurs qui sont beaucoup plus ancrés dans le monde, on va dire, industriel. Et je vais ici développer un tracker à usage sportif, enfin pour les sportifs. Et là, en fait, c'est un peu ce que je vais appeler la bascule et qui me permet de faire la transition sur le thème de ce soir, sur la notion aussi de territoire, de culture, de savoir-faire. Donc très vite dans mon parcours, je disais, je bénéficie de cette liberté qui est offerte par les études et je décide de partir en 2015 dans une résidence artistique en Afrique de l'Ouest. Donc je pars plusieurs mois au Burkina Faso à la rencontre d'artisans touaregs donc dans la capitale qui est Ouagadougou. Donc c'est avec l'association Africatis et le Haut Commissariat pour les réfugiés aux Nations Unies que nous montons ce projet. Et sur place, je vais collaborer avec 5 autres designers, artisans et designers textiles. Donc au sein d'une culture qui est pour moi totalement nouvelle, dont je découvre à la fois les richesses, les savoir-faire qui sont hors de l'Europe, donc qui sont pour moi totalement nouveaux. Donc ensemble, on va créer une collection capsule d'objets qui est née de la rencontre avec ces artisans. Ce sont des objets qui sont créés de manière totalement frugale et qui valorisent à la fois le travail des peuples touaregs, leur culture et leur histoire. Donc là, moi, c'est des choses qui commencent à m'intéresser énormément, c'est qu'une fois que je vais avoir certaines compétences en design traditionnel, c'est comment je vais pouvoir l'appliquer à un terrain, un territoire, à des cultures, à des hommes et des femmes qui ont des vrais enjeux dans leur quotidien. Donc ces objets seront ensuite commercialisés sur le marché européen pour assurer un revenu à ces familles et leur permettre de continuer à vivre de leur art. En fait. Donc en parallèle, je mène des travaux qui sont plus de l'ordre de la recherche, donc propre à ma pratique design à l'ENSI, et je développe une mise en forme d'un matériau qui est vraiment présent au Burkina Faso, qui est la peau de mouton. Donc je vais réinvestir toutes ces recherches dans un objet totémique avec un maroquinier au centre d'artisanat d'art de Ouagadougou, qui retranscrit un rituel de célébration des peuples Burunsi. Donc vous pouvez voir sur l'image, c'est un objet assez manifeste et très, très artistique. Et plus tard, en fait, je vais être contacté par une jeune maison d'édition qui s'appelle Kera. Et en fait, Kera qui s'est donné pour but de parcourir le monde
différents pays, également hors de l'Europe, à la recherche de savoir-faire et de talents qui sont parfois isolés. Parce que moi j'ai découvert ça en Afrique, c'est qu'il y a énormément de gens talentueux qui perpétuent des savoir-faire de génération en génération, mais c'est simplement au sein même de leur famille et petit à petit en fait c'est des savoir-faire qui sont voués à disparaître. Donc ça, toujours l'idée de mettre en relation artisans locaux et design. Donc là je vais passer plus rapidement. Donc sur un temps très court, je vais collaborer avec un ébéniste sur place, avec des essences de bois locales, sur des objets assez totémiques qui sont inspirés d'architecture traditionnelle du Burkina Faso. Ici on peut voir un tabouret par exemple, et une table basse qui retranscrit des coutumes locales, de façon de déjeuner, etc. Voilà, donc c'est des projets qui seront ensuite montrés dans différents endroits. Et enfin, le dernier projet que je souhaitais montrer de mon parcours avant d'enchaîner sur l'expérience de terrain que j'ai souhaité vous partager ce soir, celle-ci se passe au Sénégal, donc à Dakar, qui est une expérience beaucoup plus entrepreneuriale, on va dire. Je vais rencontrer un ingénieur français qui s'appelle Aymeric Voisin et qui a mis au point une fraiseuse numérique. C'est une machine de découpe en fait qui a été mise au point par lui et qui est développée de manière open source, c'est-à-dire qu'il a créé tous les plans de cet objet, il a défini tout son fonctionnement et aujourd'hui il est à même de l'exporter dans différentes régions d'Afrique pour produire des objets. Donc le but de notre collaboration, c'est d'utiliser son outil de fabrication pour créer une collection de mobilier pour des bureaux qui sont situés à Dakar. Donc voilà la fameuse machine qu'il a mis au point. Donc après différents tests et échantillonnages, je vais moi dessiner toute une collection d'éléments de bureau qui sont totalement fabricables par sa machine. Donc là, encore une fois, c'est le process de fabrication qui va contraindre le design de mes objets. Donc tous ces projets, je les restitue à l'ENSI en 2019 et je me lance dans une étape très forte pour moi qui est l'écriture de mon mémoire de fin d'études qui traite d'un sujet que je choisis pleinement qui est celui du paysage, de manière d'abord très théorique, mais petit à petit je vais faire du terrain pour enrichir ça de choses beaucoup plus concrètes. Donc je vais l'appeler terrain d'entente et je vais aborder ça par le prisme, donc comme je disais, du paysage. C'est une notion qui est très vaste mais que j'analyse dans un premier temps donc, de manière très théorique pour en dégager des mécanismes en fait à l'échelle de nos sociétés. Et une fois que j'aurai analysé tous ces mécanismes, comment est-ce que je vais être capable de les réinvestir peut-être au sein de différents projets beaucoup plus concrets. Donc dans un troisième chapitre, je décide donc, comme je disais, de partir sur le terrain à la rencontre d'acteurs du paysage et de manière beaucoup plus pragmatique, je m'intéresse à des symboles de l'architecture qui définissent notamment le paysage français. Donc je parcours les routes de France sur les traces du graphiste Jean Widmer qui m'accompagne de manière assez symbolique dans ma déambulation physique et dans le franchissement des régions, des routes et des terroirs français, qui sont tous pour moi symboles du patrimoine culturel. Donc je découvre également le travail de recherche de Jean-Philippe Langlos sur les couleurs de la France, c'est le titre de son ouvrage, et je rencontre des fabricants de produits terre cuite qui conditionnent notamment les paysages en briques du nord de la France, dont je suis originaire. Donc là, dès cet instant-là, je me plonge dans des process industriels qui me passionnent, donc à la fois industriels et artisanaux, mais aussi dans des petites manufactures ici à échelle très locale et dont l'histoire, la passion et les savoir-faire se transmettent encore une fois de génération en génération. Donc c'est le cas parmi tant d'autres, parce qu'il y a un moment, il faut que je choisisse où est-ce que je souhaite implanter mon projet, et je décide de le faire avec la briqueterie Durand, qui est dans le Périgord, dans le sud-ouest de la France. Et décide de mener avec elle un projet que j'intitule Fil Rouge. Donc c'est là réellement le sujet de ce soir. Donc en février 2020, ça va, tout le monde suit. En février 2020, je mets les pieds dans ce petit village qui s'appelle Le Flé, donc au sud de la Dordogne, où je rencontre les artisans de la briqueterie Durand. Donc je suis séduit par les lieux, les outils, les machines, autant que par les qualités locales et artisanales d'une production qui est in situ. Donc dès ce moment-là, je pressens vraiment une ouverture à la réalisation d'un projet.
Donc depuis 1680, cette famille elle exploite des terres argileuses qui sont abondamment présentes au sud de la Dordogne. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que en fait, ce qu'on appelle génériquement une usine aujourd'hui, cette usine en fait, elle est vraiment née de l'implantation du lieu en fait. C'est-à-dire qu'il y a un gisement, celui de l'argile, il y a des outils de production qui sont amenés directement sur ce gisement, et dès lors, il y a une fabrication qui se met en place. Donc, pour la petite histoire, les premières traces des registres registre administratif de cette entreprise remontent au XVIe siècle. Néanmoins, sur le site, on va retrouver des vestiges qui remontent au IXe siècle, avec ici des drains en terre cuite qui permettaient l'évacuation de l'eau des champs afin de cultiver la vigne. Donc là, encore une fois, c'est l'argile au service de la viticulture qui est pour moi une des premières traces de la relation de cette matière au terroir. Donc plus tard, il y a de nombreux châteaux qui vont fleurir dans la région, après le XVIe siècle. Et là, c'est le début du marché de cette manufacture, puisqu'elle va réaliser beaucoup de tuiles pour l'aménagement de ces châteaux. Un peu plus tard, il y a l'arrivée de l'électricité sur le site qui va permettre à la famille Durand l'acquisition de machines beaucoup plus puissantes et qui va mettre au point ses premières briques perforées donc pour répondre à l'explosion de la demande dans la construction d'après-guerre notamment. Donc là, c'est un peu la plus belle époque de cette manufacture, puisque la reconstruction d'après-guerre est un marché qui pour elle est le plus important. Donc à cette époque, il existe 3 ou 4 manufactures comme celle-ci dans la région qui se répartissent très bien les chantiers finalement, les productions et surtout l'occupation du territoire. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse aussi dans cette histoire parce que on se rend compte qu'à l'époque, en fait, différentes usines avec le même savoir-faire étaient capables de s'entendre sur un territoire avec des ressources localisées pour mettre en place une production presque commune et continuer à vivre commune. Seulement dans les années 80, je constate qu'elles sont face à une vraie concurrence qui est celle de la mondialisation et petit à petit elles se font piquer leur marché par des industriels qui eux vont faire importer notamment du sable et de l'argile de pays du Moyen-Orient et ce sera des produits d'une qualité plus basse et qui vont coûter moins cher donc, que le grand public va finalement acheter. Voilà, ça je vous passe. Donc, à ce moment-là, la briqueterie est vraiment affaiblie et depuis ça, jusque dans les années 95, elle a du mal à survivre. Néanmoins, elle va continuer à développer son savoir-faire et va se spécialiser dans la fabrication de carreaux en terre cuite pour l'aménagement intérieur de toutes les maisons un peu retrouvées en Dordogne. Donc, ce qui la différencie aujourd'hui d'un industriel, c'est sa capacité d'adaptation en termes de production, donc des dimensions, des épaisseurs, des couleurs et des traitements de surface qui sont vraiment variés par rapport à ce que propose un industriel. Donc, ce qui va la sauver dans les années 90, c'est le marché de la rénovation, puisque tous les châteaux dans lesquels elle participait à l'élaboration, il est temps de les rénover, donc elle va pouvoir refaire toutes les toitures de ces châteaux, ça va animer un peu la vie de cette briqueterie pendant de nombreuses années. Voilà, sauf que c'est un marché que je constate qui est inconstant et nécessairement peu viable sur le long terme. Donc aujourd'hui, ce marché continue d'animer un petit peu la briqueterie, néanmoins, ils ne sont plus que 4 salariés dans l'entreprise et c'est un savoir-faire qui est en perdition puisque dans 4 ans, ils ne savent pas si l'entreprise pourra continuer à vivre. Voilà. Donc, j'en viens du coup à moi ce que j'ai souhaité faire avec cette manufacture. Dès l'instant où j'ai constaté ce lieu, ses savoir-faire, les gens aussi, puisque c'est une rencontre humaine, j'ai rencontré des gens passionnants avec qui j'avais envie de travailler. Je me suis posé la question de comment donner suite à cette production, comment questionner les outils de production pour essayer de proposer des nouvelles choses et se détacher d'un marché qui est mondialisé. Voilà, ici, je décide donc évidemment de passer du temps sur place pour découvrir les outils de fabrication et les investir. Je me renseigne également beaucoup sur les qualités de l'argile en France aujourd'hui, et notamment dans le sud-ouest. Je vais passer un peu vite là-dessus, je voulais juste remettre dans le contexte le site, mais bon, on a pu voir des images avant. C'est un site qui repose sur une organisation très simple, donc il y a une carrière de gisement qui est située sur les hauteurs, et un peu plus bas, le site de fabrication avec les différentes machines. Donc, je ne commande pas, je vous passe juste les images des machines.
Ici, le site, on peut voir, c'est dans les années 80. Là, il y avait une exploitation assez importante et depuis 20 ans, un peu plus, on peut voir que on ne le voit pas ici, mais la végétation a totalement recouvert le site. En fait. Bon, il n'y a plus tellement d'activité. Voilà encore des machines. Donc c'est des vieilles machines en fonte d'acier qui sont très vieilles et qui sont totalement réparables et un peu qui ont une durée de vie limitée. C'est ça aussi que je trouve intéressant. Voilà. Donc le cycle de vie du produit terre cuite, il est très simple. Donc, je vais résumer ici sur le schéma. Donc l'acheminement. L'acheminement ici de la terre sur le site de fabrication, la transformation de la terre qui est un simple malaxage avec un ajout d'eau. Ensuite l'extrusion, le séchage, la cuisson, le stockage et enfin l'expédition de pièces. Donc lors de l'extraction, on a différentes qualités d'argile qui sont autant de mélanges qu'on va pouvoir faire pour donner des capacités en fait à l'objet terre cuite après dans son usage. Voilà, ici une petite image du simple malaxage de la terre dans les gros broyeurs. Et enfin apparaît ici pour moi la phase qui est essentielle, qui est celle de l'extrusion. Donc la mise en forme du produit par le procédé d'extrusion d'argile, c'est en fait ce qui va régir aujourd'hui la production, à la fois la forme et les outils, comment est-ce qu'ils vont être fabriqués et dessinés. Donc je vais m'appuyer sur des très vieilles filières que je vais récupérer sur le site. On peut voir ici. Je vais également me renseigner sur le côté très historique de ces filières. Comme on peut le voir sur l'image, en fait, la filière ici vient contraindre le passage de la terre pour donner forme, là, et une plaque d'argile en l'occurrence pour faire des canons. Donc une fois que j'ai analysé tout ça, en fait, je me rends compte que ça fait plus de 20 ans que la briqueterie Durand n'a pas réellement créé de nouvelles filières en acier. Donc une production qui reste quasi inchangée, et juste des cadres qui sont parfois modifiés de manière très archaïque pour adapter des dimensions de produits. Pour autant, je constate qu'en 15 ans, le coût de revient d'une filière a été divisé par 10. Donc c'est un investissement qui est vraiment moindre et qui est permis par l'arrivée notamment des technologies à commande numérique. C'est un petit aparté, donc là je repasse juste les étapes de séchage, hein, tout est fait à la main sur le site. Ce que je trouve également intéressant, c'est que finalement le rythme des saisons et les conditions de climat de la briqueterie vont influencer sur le séchage des pièces, sur les cuissons, c'est autant de paramètres, comme le disait Alexis tout à l'heure, sur les natures des gaz qui vont influencer son travail, ici c'est aussi la nature de l'environnement qui va avoir une influence sur les pièces. Voilà la cuisson. Donc, dans des grands fours tunnels également qui font de 8 à 25 mètres de long, mais qui sont malheureusement plus très utilisés puisque la production est assez faible. Voilà ici quelques images de l'intérieur de l'entreprise et les pièces une fois qu'elles sont sorties. Ça, je vais le dire assez rapidement. Je vais plutôt en venir aux productions. Je voulais juste revenir sur un point, c'est que aujourd'hui, d'un point de vue strictement physique, la terre cuite a énormément de qualité dans la construction, dans l'habitat. Qu'on parle d'inertie thermique, qu'on parle de porosité ou pas, selon si elle est émaillée ou pas, cette terre cuite. C'est une matière qui est pérenne, qui est durable dans le temps, qui possède des qualités aussi sensorielles. Donc c'est des qualités qui ne sont pas physiquement quantifiables, mais qui procurent aussi une forme de bien-être dans l'habitat. C'est une matière, oui, qui je l'ai dit, est poreuse, et dans un usage thermal, elle devient antidérapante. Donc voilà, il y a plein de petits paramètres qui, mis bout à bout, font de la terre cuite un produit qui est extrêmement durable et employable sur le long terme. Ça demande également peu d'entretien et du coup une économie de moyens sur son entretien. Voilà, donc là je vais récupérer un vieux cadre en acier que je vais adapter moi-même en dessinant des premières typologies d'objets. Donc là le but de ces premières filières, c'est juste de tester l'argile en extrusion. Donc de tester tout un ensemble de paramètres techniques pour pouvoir ensuite dessiner des objets. On peut voir ici ce profilé qui sort en extrusion. Donc parmi les expérimentations que je vais faire, c'est à la fois la résistance mécanique, la finesse en extrusion, comme sur cette image, la déformation au séchage, la fragilité de toutes ces sections,
le cintrage, ou encore des découpes qui sont pour moi autant de points que j'analyse et qui deviennent finalement les piliers d'un futur cahier des charges. Je vais également décider de modeler ces premières sections en sortie de tapis, simplement par un ou plusieurs gestes de la main, qui sont pour moi autant de modifications que j'apporte au semi-produit. Donc j'envisage vraiment ce travail comme une relation commune entre la capacité productive de la machine et l'apport artisanal sensible de la main de l'homme. Voilà différentes expérimentations. Encore ici. Je vais également faire des tests d'émaillage après cuisson, donc une deuxième cuisson, pour voir comment réagissent ces pièces, voir un peu comment je peux les travailler à l'avenir sur d'autres objets. Et je vais finalement définir 4 étapes d'intervention sur la chaîne de production qui seront pour moi autant de points sur lesquels je vais pouvoir apporter peut-être de la créativité. Parce qu'aujourd'hui, les outils de production sont des objets qui sont assez simples, sur lesquels on peut intervenir avec peu de moyens et qui peuvent ouvrir les portes justement à des nouvelles typologies d'objets. Donc parmi les premières créations que je vais faire, ça sera de l'ordre de la vaisselle. On peut le voir sur cette image, en utilisant un colombin d'argile que je vais venir modeler autour d'une plaque pour créer ces plats. Et l'idée, c'est assez manifeste dans le sens où je souhaite que l'image en fait, de ce plateau inscrive le process. Donc c'est pour ça qu'on peut voir ce petit débord à chaque fois sur la sortie du plateau. J'investis également le domaine de l'architecture intérieure et du parement, puisque je vais revisiter la brique assez classique, mais de manière peut-être plus sensible, en jouant sur des jeux d'ailettes, en jouant sur des légères déformations pour donner plus de souplesse à l'argile dans l'univers domestique. Je vais également penser et dessiner des espaces tels que des salles de bain et développer des objets beaucoup plus utilitaires en proposant des usages qui s'éloignent des pratiques plus traditionnelles pour ces manufactures. Donc on peut le voir ici, cette applique murale, dont le process vraiment est inscrit dans la forme de ces objets. Après, il y a la notion de gamme qui peut apparaître, toujours sur la chaîne de production, en intégrant des semi-produits dans ces objets extrudés, après par un montage ici des éléments électroniques, notamment de la lampe. Je vais jouer sur les capacités constructives de la terre cuite et sa modularité en architecture pour faire des éléments de mobilier. Donc ici, c'est une architecture de rangement. Et je vais mettre également au point des éléments plutôt dans la libre conception de l'espace habitable contemporain. Donc ici, je vais adapter des parois textiles à des colonnes que je vais extruder pour donner plus de souplesse à l'agencement intérieur et également intégrer des systèmes d'inertie thermique dans ces colonnes afin de réguler la température intérieure. Voilà, de manière un peu plus prospective, après, je vais imaginer des espaces de flux, de rencontres et d'interactions à une échelle peut-être plus urbaine. Donc le domaine de l'urbanisme aujourd'hui se prête aussi à l'utilisation de la terre cuite et c'est quelque chose que j'aimerais développer aussi qui me plaît beaucoup. Donc toutes ces recherches, j'ai aujourd'hui la chance de les poursuivre grâce au soutien de la Fondation Banque Populaire et du Mobilier National. Donc c'est vraiment pour moi un magnifique terreau que permettent ces institutions en fait, pour développer un projet. Il y a eu un événement qui nous a tous marqués, qui est la crise sanitaire, qui a pu remettre en question un grand nombre d'acquis par nos sociétés et des mécanismes qui sont induits par nos pratiques. Voilà, moi, à mon niveau et à ma simple échelle de designer, j'aimerais penser des process peut-être plus durables avec l'utilisation de ces matériaux, une mise en relation des acteurs sur le territoire français pour mettre en commun une production nouvelle. Voilà, donc j'ai recensé en France des manufactures comme la briqueterie Durand qui possèdent la même échelle, qui ont les mêmes types de production et qui respectent un peu une charte qui est fixée par les entreprises qui sont labellisées patrimoine vivant. Il y a également en France différents territoires qui possèdent différentes qualités d'argile. Donc encore une fois, les produits qui vont sortir de ces territoires n'auront pas les mêmes fonctions que l'on soit dans le nord ou dans le sud de la France. Et enfin, ce que j'aimerais à l'avenir, c'est un peu l'ouverture de ce projet, c'est
comment est-ce que je mets en place des spécimens d'objets basés sur une unité de production qui est la filière d'extrusion d'argile, qui va pouvoir ensuite être déployée sur le territoire français dans différentes manufactures, et comment chaque manufacture va pouvoir se les approprier, ces modèles, pour ensuite développer ses propres productions. Donc finalement, il y a une forme de... Il y a un côté vernaculaire dans la production qui fait que un banc qui va être produit aujourd'hui dans le nord de la France n'aura pas les mêmes épaisseurs, n'aura pas les mêmes qualités d'argile qu'un banc qui sera produit dans le sud-ouest. Donc encore une fois, on peut voir ici les différentes qualités d'argile qui ont été recensées par Jean-Philippe Lanclos, dont je parlais au début. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Pierre pour ce voyage dans la brique, on peut le dire. Y a-t-il des questions? J'espère que c'était assez clair. Si, oui, tout à fait. N'hésitez pas, parce que c'est vrai que j'étais assez dans le projet, je n'ai pas forcément ouvert beaucoup. J'avais beaucoup de textes, mais j'aurais peut-être pu... Moi j'avais une question, j'en ai toujours une, sous le coude. Ton rapport à l'entreprise, ton statut, c'est de designer-chercheur, designer invité, tu es dans le système de production, quel est ton rapport entre guillemets concret? Le rapport très concret au début a été vraiment dans essayer de mettre en place une production, enfin d'abord une phase de recherche pour ensuite engager une phase de production. Maintenant, il s'avère que c'est aujourd'hui compliqué, il faut beaucoup de moyens pour mettre en place une vraie production et réussir à emmener en fait tous ces acteurs avec moi qui sont assez réticents finalement à s'ouvrir, parce que même si leur marché il est faible, il est stable, et en fait ça leur mobilise tout leur temps et ils ont très peu de temps pour engager de la recherche. Donc moi aujourd'hui, tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait sur mon temps libre. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Après, ils m'ont permis également d'utiliser leurs machines. Maintenant, ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est vraiment une réflexion plus globale, non pas forcément sur les sites de production, mais plutôt dans la définition d'autres objets, réfléchir aux influences de chaque territoire, qu'est-ce qui serait pertinent dans tel ou tel territoire, pour avoir vraiment j'ai envie d'appeler ça un catalogue complet qui puisse me permettre d'ici 2-3 ans de convaincre vraiment tout ce réseau d'industriels. Parce que aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu tout ce qui se passait, je pense que j'ai toutes les clés en main maintenant pour agir concrètement, mais ça demande du temps. Voilà, sachant que je travaille à côté, il faut que je réussisse à mêler ces deux aspects. Merci. Une question? Bon, je crois que... Oui, on vous apporte un micro. Oui, bonsoir. Comment commercialiser tout ça? Parce que vous avez des idées superbes, mais vous trouvez comment comment est-ce que vous arrivez à toucher les clients potentiels, quoi? Dans un premier temps, en fait, chacune de ces manufactures a un public, en fait, a déjà des gens pour qui elle travaille. Comment je peux dire ça? En fait, il y a un marché qui est là. Moi, je ne souhaite pas forcément cette manufacture qui on va dire, elle a son marché, un rayon de 150 km autour de chez elle. Moi, je ne souhaite pas forcément créer une nouvelle clientèle, mais plutôt rendre viable une nouvelle production. Parce qu'en fait, si je vais travailler dans un rayon plus large, après, je vais rentrer dans une économie, on parlait de mondialisation, mais là, c'est à l'échelle de la France, mais je vais commencer à exporter mes produits, à aller beaucoup plus loin. Et en fait, là, je vais perdre toutes les valeurs qu'il y avait au début dans le projet. Donc, les clients, je pense qu'ils sont là de plus en plus. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui quittent la ville pour réinvestir les campagnes. J'ai rencontré beaucoup de gens, des gens intéressés, il y a des clients. Maintenant, il faut juste que ces manufactures puissent mettre en place en fait, cette production. C'est plutôt là l'enjeu. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. En fait, concrètement, en Dordogne, ça se situe exactement où? C'est à côté de Bergerac. C'est à 20 minutes de Bergerac. Une autre question?
Ben, merci beaucoup à tous les trois. On aura quand même, on a fait le pari de pouvoir rassembler l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc c'est pas mal, j'avoue qu'on a fait fort.